J'ai hérité d'une vieille boîte de ma mère. J'allais la jeter jusqu'à ce que je la fasse tomber, et ce que j'y ai trouvé a tout changé. Je n'avais pas l'intention de casser la boîte. Elle a glissé de mes mains si soudainement que je n'ai même pas eu le temps de la rattraper. Un instant plus tôt, je me tenais dans la cuisine, fixant ce vieil objet en bois comme s'il m'avait personnellement offensé. L'instant d'après, il heurtait le carrelage avec un craquement sourd qui a résonné dans toute la maison. Le couvercle s'est ouvert d'un coup sec. Quelque chose a bougé à l'intérieur. Et puis, je l'ai vu. Ni poussière, ni camelote, ni le genre de bibelots oubliés que j'aurais pu attendre d'un objet laissé par ma mère des années auparavant. Des bijoux, de vrais bijoux, de l'or, des pierres précieuses, et un morceau de papier plié, glissé en dessous, comme s'il avait attendu patiemment. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge car, à cet instant précis, avant même de toucher à quoi que ce soit, j'ai su une chose avec une certitude absolue. Cette boîte n'avait jamais été destinée à être jetée. Et soudainement, moi non plus. J'aimerais pouvoir dire que tout a changé à cet instant précis, que je suis tombé à genoux, que j'ai pleuré et que j'ai immédiatement compris ce que ma mère essayait de me dire toutes ces années. Mais la vérité, c'est qu'avant ce moment, je m'étais déjà habitué à ne rien attendre de la vie, et surtout pas de moi-même. Je m'appelle Claire. J'ai 48 ans, et depuis 22 ans, je suis marié à un homme qui ne hausse jamais le ton, mais qui ne me voit pas vraiment non plus. Laurent n'est pas cruel de la manière dont les gens s'imaginent la cruauté. Il ne crie pas. Il ne claque pas les portes. Il ne laisse pas de bleu. Ce qu'il fait est bien plus silencieux que cela. Il décide. Il décide de ce que nous dépensons, de ce que nous épargnons, d'où nous allons, de qui nous voyons, et même de la durée de ma présence aux réunions de famille avant de me lancer ce regard. Subtil, poli, mais définitif. L'heure de partir. Et pendant longtemps, j'ai obéi. Non pas parce que j'étais faible. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais parce que cela semblait plus facile, plus net, comme si maintenir la paix était une chose que faisaient les gens matures. Ses parents l'adoraient pour cela. Laurent a toujours été très responsable, disait sa mère avec un sourire fier, ses yeux dérivant vers moi juste assez longtemps pour me rappeler que je ne faisais pas partie de cette phrase. Lors des dîners, elle l'interrogeait sur ses investissements, sur les affaires, sur des sujets dont j'étais exclu. Et quand je parlais, quand j'essayais d'ajouter quelque chose, n'importe quoi, il y avait un bref silence, comme une fausse note dans une chanson que personne ne voulait admettre. Puis la conversation reprenait sans moi. Ça n'a pas toujours été comme ça. Du moins, je ne le crois pas. Ou peut-être que je ne l'avais simplement pas remarqué au début. À l'époque, je croyais encore que le mariage signifiait grandir ensemble. Que si je donnais assez, si je soutenais assez, si je restais assez patiente, je finirais par avoir l'impression d'avoir ma place dans ma propre vie. Mais quelque part en chemin, j'ai cessé de poser des questions, et Laurent a cessé d'offrir des réponses. La boîte est arrivée un mardi. Elle a été livrée dans un simple colis en carton brun, avec mon nom écrit d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Pas d'adresse d'expéditeur, pas de petits mots, juste la boîte. J'ai su ce que c'était dès l'instant où je l'ai ouverte. Avant même de la toucher, avant de soulever le couvercle et de voir les motifs sculptés familiers sur les bords, quelque chose s'est serré au fond de moi. À maman, ai-je dit doucement, plus pour moi-même que pour quiconque. Laurent a levé les yeux de son téléphone pendant moins d'une seconde. Elle n'est pas décédée il y a des années ? J'ai hoché la tête. Il a haussé les épaules. Alors, ce n'est probablement rien d'important. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Mais je n'ai pas protesté. Je ne le faisais jamais. J'ai porté la boîte dans le salon et je l'ai posée sur la table basse, passant légèrement mes doigts sur le bois usé. Elle n'était pas grande, juste assez pour contenir de petites choses, des objets personnels, des souvenirs. Le problème, c'est que je n'en avais pas beaucoup. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Assez âgée pour me souvenir de sa voix, mais pas assez pour comprendre ses choix ou ses silences. Elle n'était pas le genre de femme à prendre toute la place dans une pièce. Elle était discrète, pensive, le genre de personne qui remarquait des choses que personne d'autre ne voyait. Avant, je pensais qu'elle voyait tout, y compris moi. Après son départ, la maison a semblé vide d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'espace. Mon père s'est remarié l'année suivante et la vie a continué son cours, rapidement, comme elle le fait toujours,
sans demander la permission. Et plus je vieillissais, plus mes souvenirs d'elle se brouillaient pour devenir quelque chose de doux et de lointain, comme un rêve auquel on n'arrive pas tout à fait à s'accrocher après le réveil. Alors, en regardant cette boîte posée devant moi, je n'ai pas ressenti de la curiosité. J'ai ressenti de la fatigue. Fatigué des choses qui ne menaient nulle part. Fatigué de m'accrocher à des morceaux d'un passé qui ne semblait plus avoir d'importance. « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» a demandé Laurent depuis l'autre bout de la pièce. J'ai hésité une seconde. Puis je l'ai dit. Je vais peut-être juste la jeter. Il n'a même pas levé les yeux cette fois-ci, ce qui était probablement pour le mieux. Je l'ai laissée là pendant 2 jours, trônant sur la table comme si elle attendait que je prenne une décision que je ne voulais pas prendre. Chaque fois que je passais devant, je ressentais ce même tiraillement silencieux dans ma poitrine. Pas assez fort pour m'arrêter, mais assez pour me faire ralentir. Le jeudi soir, après un énième dîner où je n'ai presque rien dit pendant que Laurent et ses parents discutaient de choses auxquelles je n'étais pas convié, je suis rentré à la maison avec une étrange clarté. Ni colère, ni tristesse, juste du vide. Je suis entré dans la cuisine, j'ai posé mes clés et j'ai fixé la boîte. Et pour la première fois, j'ai pensé, pourquoi est-ce que je m'accroche à ça? Ce n'est que du bois. Juste le vestige d'une vie qui s'est terminée il y a des années. Je l'ai prise. Elle était plus légère que ce à quoi je m'attendais. Pendant un instant, j'ai failli rire. Bien sûr, elle était vide. Bien sûr, il n'y avait rien à l'intérieur, car c'est ainsi que les choses avaient toujours été. Je me suis tourné vers la poubelle. J'ai fait un pas, puis un autre, et c'est là qu'elle a glissé. Le bruit qu'elle a fait en heurtant le sol n'était pas fort, mais il était assez sec pour me pétrifier. Le couvercle s'est fissuré et ouvert. Quelque chose à l'intérieur a bougé. Je l'ai fixé pendant une seconde, mon cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. Puis, je me suis agenouillé lentement, presque prudemment, comme si je m'approchais de quelque chose de vivant. L'intérieur n'était pas vide. Loin de là. Et tandis que je tendais la main, mes doigts tremblant légèrement, j'ai réalisé une chose que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de la peur, pas du doute, autre chose, quelque chose de peu familier, une possibilité. Je n'ai pas touché les bijoux tout de suite. Je suis resté agenouillé sur le carrelage de la cuisine, une main en appui sur le meuble, l'autre planant au-dessus de la boîte ouverte, comme si le tout risquait de s'évanouir si je bougeais trop vite. La lumière du plafond jetait un éclat pâle sur les pièces éparpillées à l'intérieur, 2 bracelets en or, une bague lourde ornée d'une pierre bleue foncée, une paire de boucles d'oreilles qui semblaient assez anciennes pour appartenir à un autre siècle, et, en dessous, plié en un carré soigneux. Un morceau de papier jauni. Pendant quelques secondes, tout ce que je pouvais entendre, c'était le bourdonnement du réfrigérateur et ma propre respiration. Puis, la porte de derrière s'est ouverte. Claire. La voix de Laurent a fendu le silence et mon corps a réagi avant mon esprit. J'ai ramassé les bijoux à 2 mains et je les ai remis dans la boîte si vite qu'une des boucles d'oreilles a tinté contre le carrelage. Il est entré dans la cuisine, a desserré sa cravate et m'a lancé un regard perplexe. « Qu'est-ce que tu fais par terre ?» J'ai fait tomber quelque chose, ai-je répondu. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était juste pas toute la vérité. Il a baissé les yeux vers la boîte entr'ouverte et a froncé les sourcils. Cette vieille chose. Je me suis levé trop vite, sentant la chaleur monter à mon visage. Oui. Il a posé ses clés sur le plan de travail et s'est dirigé vers le réfrigérateur. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai failli répondre, peut-être que c'est le cas. Peut-être que j'avais vu la partie de moi-même que j'avais enterrée il y a si longtemps que j'avais oublié qu'elle était là. Au lieu de cela, je n'ai rien dit. Laurent a sorti une bouteille d'eau gazeuse, a dévissé le bouchon et a pris une gorgée. Mes parents ont appelé, a-t-il dit. On déjeune avec eux dimanche. Pas de tu es libre dimanche. Pas de voudrais-tu y aller. Juste l'habitude. Le plan déjà fait. J'ai baissé les yeux vers la boîte dans mes mains. D'accord. Il m'a observé pendant un instant, puis a haussé les épaules. Essaie juste de ne pas être en retard cette fois. Ma mère s'agace quand on fait attendre le repas. Pas toi. J'ai fait un petit signe de tête et j'ai monté la boîte à l'étage, la tenant serrée contre ma poitrine, de la même manière qu'on porterait un enfant endormi. J'ai verrouillé la porte de la chambre avant de l'ouvrir à nouveau.
Cela, plus que tout le reste, aurait dû m'indiquer que quelque chose avait changé. Car en 22 ans de mariage, je n'avais presque jamais verrouillé une porte pour m'isoler de mon mari. Je me suis assise au bord du lit, j'ai soulevé le couvercle, et cette fois, je me suis permis de regarder, de vraiment regarder. Les bijoux étaient plus lourds que de la pacotille. Trop solides, trop détaillés. L'or avait cette couleur douce et profonde qui ne vient pas des présentoirs de grands magasins. Un bracelet avait un fermoir en forme de petite branche avec des feuilles qui s'enroulaient autour. La pierre bleue de la bague n'était pas tapée à accent grave-l'œil, mais elle avait un éclat riche et discret quand je la tournais vers la lampe. Le papier plié reposait sous tout le reste. Mes doigts se sont arrêtés au-dessus. Je dois vous dire que je ne suis pas, de nature, une femme théâtrale. Je n'ai pas l'habitude de voir des signes du destin dans des objets ordinaires. Je ne crois pas que chaque coïncidence soit un message. La vie m'avait fait perdre cette habitude des années auparavant. Mais ce soir-là, dans le calme de la chambre, avec la boîte ouverte sur mes genoux, j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Pas de l'excitation à proprement parler. Plutôt la sensation de veiller sur moi. Pas de manière effrayante, mais de manière rassurante. J'ai déplié le papier avec précaution. L'écriture était soignée, légèrement inclinée, et instantanément familière, d'une manière qui m'a noué la gorge. Ma très chère Claire, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé le double fond toute seule. J'ai toujours espéré que tu le ferais. J'espérais aussi que cela signifierait que tu as atteint un âge où tu ne crois plus tout ce que les autres te disent sur ta propre valeur. J'ai arrêté de lire. Ma vue s'est brouillée si soudainement que j'ai dû cligner des yeux 2 fois avant que les mots ne redeviennent nets. C'était l'écriture de ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis des décennies, pas depuis que j'étais petite fille, lui apportant des papiers de l'école à signer, regardant la pointe de son stylo tracer de douces lignes bleues sur le papier. J'avais oublié à quel point son écriture semblait calme, à quel point elle était assurée. Mes doigts tremblaient. J'ai continué à lire, mais lentement cette fois, comme si j'avais besoin de faire durer chaque mot. Ces choses ne sont pas inestimables, bien que certaines aient de la valeur. Vends-les si tu en as besoin. Garde-les si elles t'apportent du réconfort. Mais surtout, qu'elles te rappellent que je savais que ce monde peut être cruel envers les femmes qui sont douces, et encore plus cruel envers les femmes à qui on a appris à se faire toutes petites. J'ai dû pincer les lèvres pour ne pas émettre le moindre son. Je ne sais pas à quoi ressemblera ta vie quand tu liras ceci. Je ne sais pas qui se tiendra à tes côtés ni s'il le mérite. Mais je te connais, Claire. Tu es née avec une force tranquille que les gens peuvent prendre pour de la capitulation. Ce n'est pas de la capitulation. Ne l'oublie jamais. J'ai fixé ces mots pendant si longtemps que la pièce autour de moi a semblé disparaître. Une force tranquille. Personne ne m'avait jamais dit une chose pareille. Ni Laurent, ni mon père. Et certainement pas ma belle-mère, qui complimentait les femmes comme on complimente un papier peint, uniquement lorsqu'il reste en arrière-plan et s'accorde avec la pièce. J'ai plié la lettre une fois, puis je l'ai rouverte pour lire les dernières lignes. Il y a plus que cela, et tu auras peut-être besoin d'aide pour le trouver. Si le moment vient un jour, cherche dans le seul endroit où je savais que personne ne penserait à chercher. Fais-toi confiance avant de faire confiance à qui que ce soit d'autre. Je t'aime pour toujours, maman. J'ai relu ces lignes 3 fois de plus. Il y a plus que cela. Plus que les bijoux, plus que la boîte, plus qu'une lettre écrite par une femme qui avait, d'une manière ou d'une autre, deviné des années à l'avance la forme même que prendrait ma vie. J'ai regardé à nouveau à l'intérieur de la boîte, passant le bout de mes doigts le long du bois, vérifiant les coins et les jointures, mais je ne voyais rien d'autre. Pourtant, les mots restaient gravés en moi. Fais-toi confiance avant de faire confiance à qui que ce soit d'autre. J'aimerais pouvoir vous dire que je les ai compris immédiatement. Ce n'est pas le cas, car la confiance n'était pas une chose que je pratiquais. Pas envers moi-même. Le lendemain matin, j'ai glissé la lettre dans un vieux roman sur ma table de chevet et j'ai caché les bijoux au fond de mon tiroir à pull avant que Laurent ne se réveille. J'ai traversé la journée avec une étrange concentration distraite, comme si une partie de moi était encore assise sur ce lit, relisant les mots de ma mère. Arrivé au dimanche, j'avais à peine dormi. Les parents de Laurent vivaient à 15 minutes de là, dans une belle demeure bourgeoise qui sentait toujours un peu la cire d'abeille et la vieille fortune, pas le genre de richesse qui fait les gros titres, mais celle qui s'installe dans les habitudes, le mobilier ancien et le ton de la voix. Sa mère a ouvert la porte, vêtue d'un twin set crème,
arborant l'expression qu'elle réservait aux personnes qu'elle avait acceptées sans jamais les accueillir pleinement. « Claire, dit-elle en me touchant légèrement le bras, comme on salue un voisin. Laurent, mon chéri, entrez. » Le déjeuner était composé d'un bœuf aux carottes mijotées et d'une longue conversation sur le dernier investissement immobilier du jeune frère de Laurent. J'étais assise entre Laurent et une fenêtre à petits carreaux qui donnait sur le jardin, répondant aux questions lorsqu'elle m'était adressée et gardant les mains croisées sur mes genoux le reste du temps. À un moment donné, son père a demandé « Laurent, c'est toujours toi qui gères toutes les finances ?» Laurent a souri de manière presque modeste « Il faut bien que quelqu'un le fasse. » La tablée a émis un petit rire approbateur. J'ai senti ma colonne vertébrale se raidir. Sa mère m'a lancé un coup d'œil par-dessus le bord de son verre. C'est probablement plus simple comme ça. Trop de foyers deviennent chaotiques quand tout le monde a une opinion. Pendant des années, j'aurais souri poliment. J'aurais baissé les yeux et laissé passer le moment comme un mauvais orage. Mais cet après-midi-là, avec la lettre de ma mère pliée dans mon sac à main comme un battement de cœur, quelque chose en moi a refusé de plier aussi facilement. J'ai regardé Laurent. Avant, j'avais des opinions. La pièce s'est figée. Pas de manière spectaculaire. Pas de fourchette qui tombe, pas de halètement, juste un silence bref et délicat, le genre de silence que les gens créent lorsqu'ils ne savent pas encore s'ils doivent traiter une remarque comme une blague ou comme un problème. Laurent a gloussé le premier. « Claire est fatiguée », a-t-il dit en tendant la main vers son verre d'eau. Sa mère a eu un sourire pincé. Eh bien, ne le sommes-nous pas tous? Et juste comme ça, le moment était passé. Ou peut-être pas passé. Peut-être planté. Car plus tard dans la voiture, Laurent a gardé les deux mains sur le volant et a parlé sans me regarder. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Je me suis tourné vers la fenêtre, regardant défiler les haies parfaitement taillées. Rien. Ça n'avait pas l'air de rien. J'aurais pu m'excuser. Ça aurait été le plus facile. L'ancienne version de moi l'aurait fait avant même que nous n'atteignions la fin de la rue de ses parents. Au lieu de cela, j'ai dit très doucement, peut-être que je suis fatigué d'agir comme une invitée dans ma propre vie. Il m'a enfin regardé, un regard perçant et surpris. Mais aucun de nous n'a ajouté un mot sur le trajet du retour. J'ai attendu que la maison soit calme avant de ressortir la boîte. Laurent s'était endormi devant la télévision, un bras drapé sur le canapé, la faible lueur bleutée de l'écran vacillant sur son visage comme si rien au monde ne pouvait le perturber. Pendant des années, j'avais trouvé du réconfort dans ce genre d'immobilité. Cela signifiait qu'il n'y aurait pas de dispute, pas de tension, pas besoin de me justifier. Ce soir, c'était différent. C'était comme si le silence était devenu une chose à l'intérieur de laquelle je vivais enfermé. J'ai bougé prudemment, ne voulant pas le réveiller, et j'ai remonté la boîte à l'étage. La porte de la chambre a cliqué doucement derrière moi, et je n'ai pas pris la peine d'allumer la lumière principale. À la place, j'ai allumé la petite lampe de chevet. Une lumière chaude s'est répandue sur l'édredon, sur mes mains, sur la boîte. Je me suis assise, j'ai expiré lentement et je l'ai rouverte. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai soulevé chaque bijou un par un, les étudiant de plus près qu'auparavant. Le fermoir du bracelet à ses feuilles délicates n'était pas seulement décoratif. Quand j'ai appuyé sur un côté, il a légèrement cédé, comme si quelque chose à l'intérieur avait bougé. J'ai froncé les sourcils, le retournant dans ma main. Allez, ai-je murmuré à mi-voix, sans même savoir ce que j'attendais. La bague a suivi, plus lourde qu'elle n'en avait l'air. La pierre bleue accrochait la lumière différemment selon l'angle, presque comme s'il y avait quelque chose sous la surface. Je l'ai tapoté légèrement contre le bord de la boîte. Plein, aucun son creux. Je l'ai mise de côté. Les boucles d'oreilles étaient complexes mais simples dans leur conception. Rien d'inhabituel. Et pourtant, ma mère avait dit qu'il y avait plus. J'ai repris la lettre, lisant cette dernière ligne pour ce qui devait être la 10e fois. Cherche dans le seul endroit où je savais que personne ne penserait à chercher. J'ai fermé les yeux. Où ma mère cacherait-elle quelque chose? Connaissant le genre de personne qui viendrait après elle, sachant que mon père se remarierait, sachant que quelqu'un d'autre pourrait fouiller dans ses affaires. Pas dans un endroit évident, pas dans un endroit pratique. Un endroit personnel, un endroit qu'elle seule comprendrait. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de la pièce, laissant lentement mon regard passer de la commode au placard, puis à la vieille bibliothèque contre le mur.
La majeure partie de ce qui m'entourait appartenait à Laurent, les meubles, la décoration que sa mère avait approuvée. Très peu de choses dans cette maison me semblaient être à moi. Et là, j'ai compris. La boîte n'était pas qu'une simple boîte. C'était la seule chose d'elle qui m'avait suivi dans ma vie d'adulte. Mon pouls s'est accéléré. Je l'ai reprise, l'examinant cette fois non pas comme un objet, mais comme un message. Le motif sculpté sur les bords, la base, les coins. Mes doigts ont pressé le dessous. Rien. Je l'ai incliné sur le côté, tapotant légèrement. Toujours rien. La frustration s'est insinuée, vive et soudaine. J'ai laissé échapper un souffle discret, m'obligeant à ralentir. Penser comme elle, pas comme moi. Ma mère ne précipitait jamais les choses. Elle remarquait les détails. Elle croyait en la patience. J'ai complètement retourné la boîte et j'ai passé mon ongle le long de la jointure où le panneau inférieur rejoignait le cadre. Là, une ligne à peine visible. Si subtile que je l'aurais manqué si je ne cherchais pas quelque chose. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai appuyé doucement. Rien. Plus fort. Toujours rien. J'ai hésité, puis j'ai attrapé de nouveau le bracelet, celui avec le fermoir en forme de feuille. Quelque chose à ce sujet, la façon dont il avait bougé quand j'avais appuyé plus tôt. Je l'ai positionné contre la jointure et j'ai exercé une pression. Un léger clic a résonné dans la chambre silencieuse. Je me suis figé une seconde. Je n'ai pas bougé du tout. Puis, lentement, prudemment, j'ai soulevé la boîte. Le panneau inférieur s'était très légèrement décalé. J'ai glissé mes doigts en dessous et j'ai tiré. Il s'est ouvert. Pas de manière spectaculaire, pas avec une révélation théâtrale, juste un mouvement silencieux et délibéré, comme quelque chose qui attendait d'être trouvé depuis très longtemps. À l'intérieur, pas de doublure en velours, pas de compartiments ornés, juste une petite enveloppe de couleur crème, scellée, mon nom écrit sur le devant de cette même écriture familière. Claire. J'ai dégluti difficilement, la gorge soudainement sèche. Ce n'était pas un objet oublié. C'était quelque chose destiné à être découvert. Je me suis adossé au lit, tenant l'enveloppe à deux mains. Pendant un instant, je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai juste regardée, traçant la courbe de chaque lettre avec mes yeux, essayant de calmer la soudaine vague d'émotion qui montait dans ma poitrine. Car peu importe ce qui se trouvait à l'intérieur, il ne s'agissait plus seulement du passé. Il s'agissait de maintenant. Finalement, j'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai brisé le seau. À l'intérieur, il y avait une autre lettre, sur un papier plus épais cette fois, plus formel, et autre chose. Une petite clé. Pas moderne, pas le genre qu'on utilise pour une porte d'entrée ou une voiture. Plus ancienne, plus lourde, le genre de clé qui appartenait à une serrure qu'il fallait trouver avant de pouvoir l'utiliser. Mes mains tremblaient légèrement pendant que je dépliais la lettre. Claire, si tu es arrivé à cette partie, alors je sais que tu n'as pas abandonné. Cela compte plus que tout ce que je pourrais te laisser d'autre. À l'heure qu'il est, tu as probablement réalisé que ce que les gens choisissent de montrer au monde est rarement toute la vérité. J'ai appris cette leçon trop tard. J'ai fait confiance à des personnes à qui je n'aurais pas dû, et je suis restée silencieuse quand j'aurais dû parler. Je ne veux pas ça pour toi. Les bijoux n'ont jamais été l'héritage. Ils n'étaient que la première étape. J'ai fixé la page, le souffle court. La première étape. Il y a un coffre-fort à ton nom à la banque. Je l'ai organisé il y a des années avec l'aide de quelqu'un en qui j'avais plus confiance qu'en ton père. Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin. Des documents, des registres, des réponses à ce que. Je me suis penché en avant, lisant plus vite maintenant. Je ne pouvais pas tout te dire quand tu étais jeune. Ce n'aurait pas été sûr. Mais si tu lis ceci, alors je crois que tu es assez forte pour voir les choses clairement. Fais attention à qui tu fais confiance, Claire, particulièrement à ceux qui croient avoir déjà le contrôle sur toi. Ma poitrine s'est serrée. Le contrôle. J'ai pensé à Laurent. À ses décisions silencieuses, à la façon dont il parlait pour moi plus souvent qu'il ne me parlait. J'ai pensé à ses parents, à cette table de déjeuner, au rire. La clé t'appartient. Tout ce qu'elle protège aussi. Ne demande pas la permission. N'attends pas l'approbation. Vas-y, tout simplement. Je t'aime pour toujours, maman.
J'ai baissé la lettre lentement, mon esprit fonctionnant à toute vitesse comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Un coffre-fort à mon nom. Quelque chose d'organisé il y a des années. Comment? Pourquoi n'étais-je pas au courant? Et puis une pensée plus troublante s'est insinuée. Est-ce que quelqu'un d'autre le savait? J'ai baissé les yeux vers la clé dans ma main, la tournant entre mes doigts. Elle semblait réelle, solide, comme la preuve de quelque chose que je ne pouvais pas encore totalement comprendre. Mais une chose était claire. Ma vie, cette version calme et contrôlée, était bâtie sur quelque chose d'incomplet, quelque chose de caché. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais pas effrayé par ce que je pourrais trouver. Je me sentais prête. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Laurent. Cela seul était inhabituel. J'ai circulé dans la maison silencieusement, préparant du café, accomplissant les gestes d'une routine qui soudainement semblait temporaire, comme si je traversais un endroit où j'avais vécu pendant des années sans jamais vraiment me l'approprier. Quand Laurent est descendu, il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. Tu es levé tôt. Je me suis retourné, tenant mon mug à deux mains. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Il a légèrement froncé les sourcils. Quel genre de chose? J'ai croisé son regard. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas adouci ma réponse. Quelque chose que je ne vais pas expliquer pour le moment. Le silence qui a suivi n'était pas délicat cette fois. Il était vif, inhabituel, et il m'a indiqué exactement à quel point les choses venaient de changer. Laurent n'a pas protesté immédiatement. C'était le premier signe que quelque chose avait basculé. Il est resté là, dans la cuisine, une main posée sur le dossier d'une chaise, me regardant d'une façon inédite, comme s'il essayait de comprendre une version de moi qu'il ne reconnaissait pas. Pendant des années, j'avais été prévisible, prudente, mesurée. S'il posait une question, je répondais. S'il prenait une décision, je m'adaptais. Maintenant, je me tenais face à lui avec une sorte de certitude tranquille que je ne comprenais pas entièrement moi-même. Comment ça, tu ne vas pas l'expliquer, a-t-il finalement demandé. Son ton n'était pas colérique. Il était contrôlé. Mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose de plus tranchant. J'ai pris une longue gorgée de café, m'accordant une seconde pour choisir mes mots. Je veux dire exactement ça, ai-je répondu. C'est quelque chose dont je dois m'occuper. Il m'a étudié, plissant légèrement les yeux. Est-ce que ça a un rapport avec cette boîte? Et voilà. J'ai ressenti une petite étincelle inattendue de satisfaction. Non pas parce que je voulais le défier, mais parce que, pour une fois, je ne me précipitais pas pour le rassurer. C'est possible, ai-je dit. Ce n'est pas une réponse, claire. Non, ai-je acquiescé. Ce n'en est pas une. Le silence s'est étiré entre nous. Pendant un instant, j'ai cru qu'il insisterait, qu'il exigerait des détails comme il le faisait autrefois quand quelque chose ne rentrait pas parfaitement dans ses plans. Au lieu de cela, il a expiré par le nez et a attrapé son téléphone. Bien, a-t-il dit. Ne prends juste aucune décision sans m'en parler d'abord. Je n'ai pas répondu, car c'était là, plus que tout, la ligne que je venais de franchir. La banque était en plein centre-ville. Je n'y étais pas allé depuis des années, pas pour quoi que ce soit de personnel. Laurent gérait la plupart de nos comptes, nos placements, notre planification financière. Je signais là où on me disait de signer, j'opinais du chef quand on m'expliquait les choses, et je faisais confiance au fait que tout était bien géré. Confiance. Ce mot résonnait étrangement maintenant. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté assise dans la voiture un instant, la clé de la boîte posée dans la paume de ma main. Elle paraissait plus lourde à la lumière du jour, plus réelle, plus définitive. Ce n'était plus seulement de la curiosité. C'était une étape. Je suis sorti de la voiture, j'ai traversé la rue et j'ai poussé les portes vitrées. L'air à l'intérieur était frais, cette température contrôlée qui donnait toujours à ce genre d'endroit l'impression d'être légèrement coupé du monde extérieur, calme, ordonné, prévisible. Une employée au guichet a levé les yeux et m'a souri poliment. Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider? J'ai hésité une seconde à peine, puis j'ai posé la clé sur le comptoir. Je crois que j'ai un coffre-fort ici, ai-je dit. Son expression n'a pas changé, mais il y a eu une lueur de reconnaissance dans ses yeux quand elle a regardé la clé. Bien sûr. Puis-je voir une pièce d'identité?
Je lui ai tendu mon permis de conduire, les doigts fermes, même si mon cœur ne l'était pas. Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur, puis a hoché la tête. Oui, nous avons bien un coffre enregistré à votre nom. Il est ici depuis un certain temps. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Elle a de nouveau regardé l'écran. Un peu plus de 20 ans. 20 ans? Ma gorge s'est nouée. Cela signifiait que ma mère avait organisé cela avant sa mort, avant que tout ne change. Veuillez me suivre, a dit l'employé en sortant de derrière son guichet. J'ai repris la clé et je l'ai suivi dans un couloir étroit, au-delà d'une lourde porte qui nécessitait à la fois son badge d'accès et un code pour s'ouvrir. Le bruit du verrou se désengageant a résonné dans l'espace silencieux. À l'intérieur, des rangées de petits coffres en métal tapissaient les murs, tous identiques à l'exception des numéros gravés dessus. Elle s'est arrêtée devant l'un d'eux, près du centre. Voici le vôtre, a-t-elle dit en insérant une seconde clé dans la serrure. Vous devrez utiliser la vôtre également. Ma main a plané un instant avant d'y glisser la clé. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis je l'ai tournée. La serrure a cliqué. L'employé a reculé. Je vous laisse. Prenez votre temps. Elle a franchi la porte, qui s'est refermée doucement derrière elle. Et juste comme ça, je me suis retrouvé seul. Seul avec quelque chose qui m'attendait depuis des décennies. J'ai retiré le coffre lentement, le portant jusqu'à une petite table au centre de la pièce. Il était plus lourd que je ne le pensais, pas au point d'être intransportable, mais assez pour me faire réaliser qu'il n'y avait pas que des papiers. Je me suis assise. Pendant un instant, je l'ai juste regardé. Puis, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des dossiers soigneusement empilés, des documents, des enveloppes, et un petit carnet relié en cuir. J'ai attrapé le dossier du dessus en l'ouvrant prudemment. Des relevés bancaires, mais pas le genre que j'avais l'habitude de voir. C'étaient des comptes à mon nom, avec des soldes qui m'ont coupé le souffle. Je les ai feuilletés, mon esprit luttant pour assimiler les chiffres. Pas des millions, pas une fortune incroyable, mais assez. Plus qu'assez, assez pour vivre sans demander la permission. Assez pour recommencer à zéro. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai posé le dossier et j'en ai pris un autre. Des documents juridiques, cette fois. Des titres de propriété, des investissements, un montage financier en fiducie, également à mon nom. Tout était organisé, délibéré, planifié. Ce n'était pas un accident. C'était une protection. Ma mère avait bâti quelque chose pour moi, discrètement, soigneusement, et personne ne me l'avait dit. Une réalisation glaçante s'est installée dans ma poitrine. Pas seulement le fait que je n'étais pas au courant, mais le fait que quelqu'un d'autre aurait pu l'être. J'ai pensé à nouveau à Laurent, à son contrôle sur nos finances, à la facilité avec laquelle il avait rejeté la boîte. Si c'est de la camelote, jette-la. Savait-il? Avait-il deviné? Ou avait-il simplement présumé que tout ce qui venait de mon passé ne pouvait avoir aucune importance? J'ai attrapé le petit carnet en cuir en dernier. Il n'était pas épais, juste un simple journal, le genre qu'on peut glisser dans un sac à main. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient remplies de l'écriture de ma mère, des notes, des dates, des noms. Certains m'étaient familiers, d'autres non. Mais une chose est devenue claire presque immédiatement. Elle avait documenté quelque chose, traqué quelque chose. Et à mesure que je lisais, mon estomac a commencé à se nouer, car il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de décisions, de choix qui avaient été faits autour de moi, sans moi. J'ai tourné une autre page, et c'est là que je l'ai vu. Un nom. Celui de Laurent. Pas écrit au hasard, pas mentionné en passant. Documenté. Mon souffle s'est coupé. Je me suis penché plus près, le cœur battant à tout rompre, car soudainement, ce n'était plus juste l'histoire de ce que ma mère avait laissé derrière elle. C'était l'histoire de ce qu'on m'avait caché. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette banque, j'ai senti quelque chose de vif et d'indéniable remonter à la surface. Ni peur, ni confusion, autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. De la colère. Je n'ai pas tout pris. Ce fut la première décision que j'ai prise par moi-même. J'ai fermé le carnet en cuir et je suis resté assise là un long moment, mes doigts reposant sur la couverture, sentant la légère texture du matériau usé sous ma paume.
Le nom que je venais de voir, le nom de Laurent, semblait résonner dans mon esprit plus fort qu'il n'aurait dû, mais je n'ai pas rouvert la page. Pas encore. L'instinct m'a dicté d'agir avec prudence. Quoique ma mère ait documenté, quoi qu'elle ait vu ou soupçonné, cela avait été assez important pour qu'elle le cache, pour le protéger. Et maintenant, pour la première fois, c'était à moi de le découvrir. Je n'ai rassemblé que ce dont j'avais besoin, le dossier principal avec les informations des comptes, le carnet et la clé. J'ai remis tout le reste en place, refermant le coffre-fort d'une main assurée. Le verrou métallique a cliqué doucement lorsque j'ai tourné la clé, scellant le reste du passé pour un autre jour. Quand je suis retourné dans le couloir, l'employé au guichet m'a adressé un signe de tête poli. « Tout s'est bien passé ?» J'ai soutenu son regard une seconde de plus que nécessaire. « Oui » ai-je répondu. Et pour une fois, cela n'a pas sonné comme une réponse automatique. Le trajet du retour était différent. Les mêmes rues, les mêmes feux de circulation, les mêmes virages familiers, mais quelque chose en moi avait basculé d'une manière que je ne pouvais plus défaire. Ce n'était pas spectaculaire. Je ne tremblais pas, je ne pleurais pas, je n'étais pas submergé. J'étais concentré. Pendant des années, ma vie avait été quelque chose que je traversais. Maintenant, c'était comme quelque chose dans lequel j'entrais enfin de plein pied. Quand je me suis garé dans l'allée, la voiture de Laurent était déjà là. Bien sûr qu'elle y était. Il travaillait à domicile le vendredi. Je suis resté dans la voiture un instant, le dossier posé sur le siège passager à côté de moi, le carnet rangé en sécurité dans mon sac. Je pouvais sentir sa présence là, comme un rappel silencieux. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'avançais plus à l'aveugle. Je suis sorti de la voiture et je suis entré. Laurent était dans le salon, l'ordinateur portable ouvert, terminant tout juste un appel au moment où j'entrais. Il a levé les yeux, a coupé son micro et s'est adossé à sa chaise. « Tu es de retour » a-t-il dit. « Oui. » Il m'a observé pendant un instant. « Alors ?» ?»« Alors, un si petit mot. » J'ai posé mon sac sur la table et j'ai enlevé mon manteau, lentement, me donnant le temps de me poser. « Ce n'était pas rien » ai-je dit. « Ce n'est pas très précis. » « Non » ai-je de nouveau reconnu. « Ça ne l'est pas. » Une lueur d'irritation a traversé son visage. « Claire, je n'ai pas le temps pour ça. S'il y a quelque chose d'important. » « Il y en a » l'ai-je coupé doucement. Il s'est arrêté. J'ai croisé son regard. « Et je m'en occupe. » Ça y était. Il a refermé son ordinateur portable d'un geste plus sec que nécessaire. « Tu t'en occupes ? Depuis quand prends-tu des décisions financières toute seule ? » La question flottait dans l'air entre nous. Depuis quand ? J'y ai réfléchi une seconde. Sans être sur la défensive, sans être émotive, juste honnêtement. Depuis que j'ai réalisé que j'aurais dû le faire depuis le début, ai-je répondu. Il a laissé échapper un petit rire, mais il n'y avait aucune once d'humour. C'est à propos de cette boîte, n'est-ce pas ? C'est bien plus que cette boîte. Alors, explique-moi. Pendant des années, cela aurait semblé raisonnable, voire juste. Maintenant, ça ressemblait à une exigence déguisée en inquiétude. Je le ferai, ai-je dit, quand je serai prête. Sa mâchoire s'est contractée. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Claire. Quelque chose en moi s'est mis en place. Calmement, fermement. C'est peut-être ça le problème, ai-je dit. Le silence qui a suivi était différent de tout ce que nous avions partagé auparavant. Pas fragile, pas fuyant, direct. Il s'est levé lentement, les yeux fixés sur moi. Tu agis comme si quelque chose avait changé. Je n'ai pas détourné le regard. C'est le cas. Quoi ? J'ai pris une inspiration. Ma compréhension de ma propre vie. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait balayer la remarque, en rire, la minimiser pour la rendre plus facile à gérer. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté là à me regarder, comme s'il essayait de comprendre où était passée la version de moi qu'il connaissait. Je n'aime pas ça, a-t-il finalement lâché. J'ai failli sourire. Ce soir-là, je ne me suis pas assise avec lui pendant qu'il regardait la télévision. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il voulait pour le dîner. Je n'ai pas suivi le rythme habituel d'une vie qui avait été construite autour des attentes de quelqu'un d'autre. À la place, j'ai emporté le carnet à l'étage,
fermé la porte de la chambre et me suis assise sur le lit, le tenant entre mes mains. Pendant un instant, je l'ai juste regardé. Puis, je l'ai rouvert. J'ai trouvé la page où j'avais vu le nom de Laurent, et cette fois, je l'ai lu. Les notes n'étaient pas longues. Ma mère n'avait jamais été une femme qui utilisait des mots inutiles, mais ce qu'elle écrivait était précis. Des dates, des observations, des connexions. Au début, ça n'avait aucun sens. Le nom de Laurent apparaissait à côté d'autres. Des hommes que je ne connaissais pas. Des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. Des notes sur des réunions, sur des mouvements financiers, sur des décisions qui semblaient mineures individuellement, mais qui, mises bout à bout, elles formaient autre chose, un schéma. Mon estomac s'est noué. J'ai reculé de quelques pages, puis avancé à nouveau. Les mêmes noms, les mêmes notes minutieuses, et puis une ligne qui m'a coupé le souffle. J'ai fixé les mots, l'esprit en ébullition. Le contrôle. Ma main s'est resserrée sur le carnet. Laurent avait toujours été responsable. C'était le mot que tout le monde utilisait, fiable, intelligent, prudent avec l'argent. Mais le contrôle? J'ai pensé à nos comptes, à la façon dont tout passait par lui, à la façon dont les décisions étaient prises avant même que je sache qu'il y avait un choix à faire, à la façon dont je l'avais accepté. Je me suis adossé à la tête de lit, fermant les yeux un instant. Non, il ne s'agissait pas de simples soupçons. Il s'agissait de clarté. J'avais besoin de connaître la vérité, pas ce qu'on m'avait dit, pas ce que j'avais présumé. La vérité. J'ai ouvert les yeux et j'ai attrapé mon téléphone. Il y avait un numéro dans le dossier de la banque, un contact lié à la fiducie, quelqu'un avec qui ma mère avait travaillé. Je n'ai hésité qu'une seconde. Puis j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'un homme ne réponde. Maître Richard Dubois. J'ai dégluti, stabilisant ma voix. Je m'appelle Claire, ai-je dit. Claire Bennett. Un silence. Puis quelque chose a changé dans son ton. Je me demandais quand vous alliez appeler. Mon cœur a fait un bond. Vous saviez? Ai-je demandé. Je savais que ce jour arriverait, a-t-il dit calmement. Votre mère s'en est assurée. J'ai serré le téléphone plus fort. Alors, vous pouvez m'aider à comprendre quelque chose, ai-je dit. Bien sûr. J'ai pris une grande inspiration et j'ai posé la question qui s'accumulait dans ma poitrine depuis que j'avais quitté la banque. Que savait ma mère sur mon mari? Il y a eu un bref silence à l'autre bout de la ligne. Ni surpris, ni confus, mesuré. Et quand il a repris la parole, sa voix était plus basse. Plus que ce qu'on vous a dit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que mon esprit refusait de ralentir. Maître Dubois ne m'avait pas tout dit. C'était clair. Mais il m'en avait dit assez pour comprendre une chose avec une précision troublante. Ma vie ne s'était pas déroulée comme je le pensais. Elle avait été orientée. Pas entièrement, pas dans un sens de complot dramatique, mais subtilement, discrètement, par l'influence, la proximité et des décisions prises autour de moi avant même que je ne réalise que j'avais le choix. Votre mère était prudente, avait dit Richard Dubois. Elle ne faisait pas confiance facilement, et quand elle avait des inquiétudes, elle les documentait. Des inquiétudes concernant Laurent? Avais-je demandé. Une pause. Oui. Ce seul mot s'était installé dans ma poitrine comme une pierre. Il n'était pas entré dans les détails, pas encore. Il avait dit que ce n'était pas le genre de choses à discuter hâtivement au téléphone. Que si je voulais avoir une vision globale, nous devrions nous rencontrer en personne, où nous pourrions examiner tout cela convenablement. Tout. J'ai accepté. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain après-midi. Et puis la ligne s'est tue. Le matin est arrivé trop vite. Laurent était déjà réveillé quand je suis entré dans la cuisine, habillé, composé et en train de se verser un café comme si rien au monde n'avait changé pendant la nuit. Pendant un instant, je suis resté dans l'encadrement de la porte à l'observer, essayant de voir ce que je n'avais pas vu auparavant. Mais il avait l'air du même homme, calme, contrôlé, familier, et cela rendait tout, d'une certaine manière, plus complexe. Tu es encore debout tôt, a-t-il dit sans se retourner. J'ai un rendez-vous avec. Je suis passé devant lui en attrapant un mug. Point quelqu'un lié à ma mère. Ça a attiré son attention.
Il s'est légèrement tourné pour m'étudier. Claire, je crois qu'il faut qu'on parle de ça. On en parlera, ai-je dit. Mais pas maintenant. Sa mâchoire s'est crispée. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Et je le pense. La tension dans la pièce était subtile mais indéniable. Pas bruyante, pas explosive, juste présente. Il a reposé sa tasse un peu plus brutalement que nécessaire. Tu me mets à l'écart. J'ai croisé son regard. Non, ai-je répondu calmement. Je sors de quelque chose dans lequel je ne réalisais pas que j'étais enfermé. Les mots m'ont surprise moi-même. Mais une fois prononcés, je ne les ai pas repris. Laurent m'a dévisagé, cherchant quelque chose, une explication, des excuses, un signe que je ne le pensais pas vraiment. Il n'en a pas trouvé. Je n'aime pas la tournure que prennent les choses, a-t-il fini par dire. J'ai hoché légèrement la tête. Nous sommes deux dans ce cas. Le bureau de Maître Dubois se trouvait au dernier étage d'un bel immeuble avec vue sur le fleuve. Ce n'était pas extravagant, mais le lieu dégageait une autorité tranquille, du bois sombre, des lignes épurées, le genre d'espace qui n'avait besoin de rien prouver. Il s'est levé quand je suis entré. Claire, a-t-il dit en tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Il était plus âgé que ce à quoi je m'attendais, vers la fin de la soixantaine. Le regard vif, la posture assurée, le genre d'homme qui prête attention même quand il ne parle pas. Merci de me recevoir, ai-je dit. C'est tout naturel. Votre mère aurait voulu que cela soit traité correctement. Cette phrase est restée suspendue. Aurait voulu, pas espéré, pas deviné, voulu. Il a fait un geste vers une chaise. Je vous en prie, asseyez-vous. Je me suis assise. Il a pris un moment avant de reprendre la parole, m'étudiant d'une manière qui semblait prudente. Respectueuse, mais réfléchie. Vous lui ressemblez, a-t-il finalement dit. Je ne savais pas trop quoi répondre. Alors, je n'ai rien dit. Il a fait un léger signe de tête, comme si cela lui donnait l'information dont il avait besoin. J'imagine que vous avez des questions, a-t-il poursuivi. En effet. Bien. Il a cherché dans un tiroir et a sorti un dossier fin qu'il a posé sur le bureau entre nous. C'est par là que nous commençons. J'ai baissé les yeux sur le dossier, mon pouls régulier mais puissant. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Un registre, a-t-il répondu. De ce que votre mère soupçonnait. Et de ce qu'elle a confirmé. Ma gorge s'est serrée. À propos de Laurent. Oui. C'était de nouveau là. Aucune hésitation, aucun doute, juste une certitude. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents, des copies de transactions financières, des registres de sociétés, des noms que je reconnaissais et d'autres inconnus. Au début, cela ressemblait à de simples activités de routine. Mais ensuite, Maître Dubois a parlé. Votre mari excelle dans ce qu'il fait, a-t-il dit. C'est important de le comprendre. Que fait-il exactement, ai-je demandé. Il m'a jeté un regard mesuré. Officiellement, de la gestion de patrimoine, du conseil en investissement. Officieusement. Il a fait une pause. Il se place dans des positions d'influence. Discrètes. Le genre de positions qui lui permettent de guider les résultats sans attirer l'attention. J'ai senti mes doigts se crisper sur le bord du dossier. Guider les résultats? Comment? Maître Dubois s'est légèrement adossé. En contrôlant l'information. L'accès. Le timing. Les mots sont tombés lentement, prudemment, comme les pièces d'un puzzle que je n'étais pas encore prête à assembler. Il repère les opportunités, a-t-il continué. Des situations où quelqu'un possède des actifs, mais n'a pas la pleine conscience de la manière de les gérer. Ma poitrine s'est serrée, et j'ai demandé doucement, et ensuite, il se rend indispensable. La pièce a semblé rétrécir. J'ai de nouveau baissé les yeux vers les documents, le cerveau a mis à l'heure. Non, ai-je murmuré. Ce n'est pas. Il ne ferait pas ça. Claire, a dit l'avocat, avec douceur mais fermeté. Votre mère ne tirait pas de conclusion hâtive. Elle a observé, attentivement, sur la durée. J'ai légèrement secoué la tête. Pourquoi aurait-elle pensé cela de lui? Parce qu'elle a vu des schémas récurrents, a-t-il répondu. Et parce qu'elle a vu comment il se positionnait vis-à-vis de vous.
Autour de moi. Les mots résonnaient. Il a encouragé la dépendance financière, a ajouté Richard. Progressivement, subtilement. Pas d'une manière qui aurait pu déclencher l'alarme, mais d'une manière qui rendrait difficile pour vous d'agir de façon indépendante. J'ai repensé à chaque conversation, à chaque décision dont j'avais été écarté, à chaque fois où je m'étais dit qu'il était plus simple de le laisser gérer. Mon estomac s'est retourné. Elle ne l'a pas confronté, a poursuivi Maître Dubois. Pas directement. Elle savait que cela ne vous protégerait pas. Alors qu'a-t-elle fait, ai-je demandé, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il a soutenu mon regard. Elle vous a construit une porte de sortie. Les mots m'ont frappé plus fort que tout ce qu'il avait dit jusque-là. Une porte de sortie. Pas un cadeau, pas un héritage. Une échappatoire. J'ai refermé le dossier lentement, mes mains désormais calmes, d'une manière qu'elles ne l'avaient jamais été auparavant. Est-ce qu'il est au courant, ai-je demandé. Richard y a réfléchi. Je ne crois pas qu'il en connaisse toute l'étendue, a-t-il dit. Mais je crois qu'il se doutait que votre mère n'était pas aussi ignorante qu'elle le paraissait. J'ai expiré lentement. Tout me semblait plus clair maintenant. Pas plus facile, mais plus clair. Je me suis levé. Il m'a observé attentivement. Que allez-vous faire? J'ai réfléchi à la question un instant. Sans émotion. Sans impulsivité. Délibérément. Je vais arrêter de réagir, ai-je dit. Et je vais commencer à décider. Il a hoché la tête. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, Laurent m'attendait. Il n'était pas assis, ni distrait, il était debout, et il m'observait. Tu as vu quelqu'un, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Non, ai-je répondu calmement. J'ai pris une décision. Son expression a changé. Quel genre de décision? J'ai posé mon sac sans me presser. Le genre de décision qui n'implique pas de te demander ton avis d'abord. Le silence qui a suivi a été immédiat, lourd, et pour la première fois, il n'en avait pas le contrôle. Je ne suis pas parti ce soir-là. Pas tout de suite. Pendant des années, j'avais imaginé à quoi cela ressemblerait de quitter quelque chose qui ne m'appartenait plus. Je pensais que ce serait dramatique. Des mots forts, des éclats de voix, une porte claquée assez fort pour marquer le coup. Mais quand le moment est finalement arrivé, c'était calme, réfléchi, et bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Laurent se tenait dans le salon, attendant que j'en dise plus, que je m'explique, que j'adoucisse ce que je venais de rendre très clair. Je ne l'ai pas fait. Je ne comprends pas ce qui t'arrive, a-t-il fini par dire. Je l'ai regardé, vraiment regardé cette fois. L'homme aux côtés de qui j'avais passé plus de 2 décennies, l'homme en qui j'avais eu confiance, pour qui je m'étais adapté pour construire une vie. Et pour la première fois, je l'ai vu sans le filtre de l'habitude. Tu n'es pas censé comprendre, ai-je répondu. C'est injuste, Claire. Non, ai-je admis. Ça ne l'est pas. Il a laissé échapper un lent soupir, sa patience s'effritant. Alors, aide-moi à comprendre. Je suis passé devant lui, non pas vers la porte, mais vers la petite table où j'avais posé mon sac plus tôt. J'en ai sorti le dossier et je l'ai posé délicatement sur la surface, entre nous. Je ne suis pas là pour me disputer, ai-je dit. Et je ne suis pas là pour t'accuser de quoi que ce soit dont tu pourrais nier l'existence pour t'en sortir. Ses yeux ont dardé vers le dossier, puis vers moi. Qu'est-ce que c'est? Des informations. C'est vague. C'est intentionnel. Un muscle s'est contracté dans sa mâchoire. Claire, a-t-il dit d'un ton plus ferme maintenant. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. J'ai croisé son regard. Je sais comment nos finances ont été structurées, ai-je dit calmement. Je sais pourquoi je n'y ai jamais eu un accès total, et je sais que ce n'était pas une question de commodité. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis, il a souri. Pas chaleureusement. Pas pour me rassurer. Mais prudemment. Tu as mal compris quelque chose, a-t-il dit. J'ai toujours géré les choses parce que c'était logique. Parce que tu ne voulais pas t'en occuper. C'est ce que je me suis dit, ai-je répondu, pendant très longtemps. Et aujourd'hui, je sais que c'est faux. Le silence s'est de nouveau étiré, différent cette fois. Plus tendu. Il a fait un pas vers moi, baissant la voix.
D'où est-ce que ça sort, tout ça? Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que la vérité, c'est que ça ne venait pas d'un seul endroit. Ça venait de toutes ces années de petites décisions que j'avais ignorées, de schémas que j'avais acceptés, d'une voix, celle de ma mère qui m'avait atteinte bien après sa mort. Ça vient de moi, ai-je répondu. Il a scruté mon visage, cherchant quelque chose. De l'incertitude, de l'hésitation, la version de moi qui aurait remis ce moment en question. Il n'a rien trouvé de tel. Tu réagis de manière excessive, a-t-il dit, une pointe d'impatience perçant dans sa voix. Quoi que tu penses avoir trouvé, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai légèrement penché la tête. Alors ça ne te dérangera pas si j'avance de mon côté. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et voilà. Cette phrase. Cette autorité tranquille qu'il tenait pour acquise. Pendant des années, j'avais laissé cette phrase définir les limites de mon monde. Plus maintenant. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, ai-je répondu. Les mots n'ont pas claqué. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont atterri exactement là où ils devaient atterrir. Il a eu un petit rire jaune. Tu fais une erreur. Peut-être, ai-je dit, mais ce sera mon erreur. Une nouvelle pause. Et là, pour la première fois, j'ai vu chez lui quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ni colère, ni contrôle, de l'incertitude. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Pas parce que je ne savais pas, mais parce que je voulais répondre honnêtement. Je pars, ai-je dit. Le mot n'a pas résonné. Il n'en avait pas besoin. Il s'est installé dans l'espace entre nous comme une sentence sans appel. Il a cligné des yeux, comme pour se recalibrer. Tu quittes quoi? Tout ça, a-t-il demandé en faisant un geste vers la pièce. Cet arrangement. Cette version de ma vie. Tu parles de notre mariage. Je parle de moi. Sa voix s'est aiguisée. Claire, tu ne peux pas balayer 22 ans de vie commune pour des documents que tu comprends à peine. J'ai soutenu son regard. Je comprends bien plus de choses que tu ne le penses. Vraiment, a-t-il lancé, défiant. Ou est-ce que tu laisses quelqu'un d'autre te remplir la tête d'idées? L'insinuation était claire. Quelqu'un d'autre. Comme si mes pensées ne pouvaient absolument pas être les miennes. J'ai failli sourire. C'est bien là la différence, ai-je dit doucement. Je ne laisse plus personne le faire, désormais. Il s'est passé la main dans les cheveux, a fait les 100 pas dans le salon, puis s'est retourné vers moi. C'est impulsif, a-t-il dit. Tu ne penses pas clairement. Non, ai-je répondu. Je pense clairement pour la première fois depuis des années. Mes mots l'ont surpris. Je le voyais bien. Parce que je n'avais jamais revendiqué de posséder cette clarté d'esprit auparavant. J'ai pris une inspiration. Je ne demande rien, ai-je continué. Pas ton approbation, pas ta permission, et même pas ta compréhension. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Rien. La simplicité de cette réponse a semblé le déstabiliser plus que tout le reste. Claire, a-t-il commencé, mais le nom est resté suspendu dans l'air, inachevé. J'ai pris mon sac. Sans drame, sans précipitation. Simplement avec détermination. Je serai parti demain matin, ai-je dit. Il m'a dévisagé. Tu es sérieuse? Oui. Et où vas-tu? J'ai fait une pause d'une seconde, non pas parce que je ne le savais pas, mais parce que pour la première fois, la réponse m'appartenait entièrement. Quelque part où je n'aurais pas besoin de disparaître pour avoir le droit de rester, ai-je répondu. J'ai fait de petits bagages. Non pas parce que je le devais, mais parce que j'en avais envie. Quelques vêtements, le carnet, la clé, les documents dont j'avais besoin. J'ai laissé tout le reste derrière moi. Pas par colère, mais par lucidité, rien de tout cela n'avait jamais vraiment été à moi. La maison était silencieuse quand j'ai eu fini. Laurent était allé se coucher sans ajouter un mot. Ou peut-être qu'il ne savait plus quoi dire. Quoi qu'il en soit, ça n'avait pas d'importance. Je suis resté un instant dans l'encadrement de la porte de la chambre, contemplant la vie que j'avais menée pendant si longtemps. Et puis, je m'en suis détourné. Le matin s'est levé en douceur. Pas de confrontation, pas de dernière conversation, juste le bruit doux de la porte d'entrée se refermant derrière moi.
l'air à l'extérieur me semblait différent. Pas plus léger, mais plus pur. J'ai marché jusqu'à ma voiture, j'ai posé mon sac sur le siège passager, et j'ai fait une pause avant de monter. Pendant des années, j'avais pensé que partir me donnerait l'impression de perdre quelque chose. Mais, debout dans la douce lumière du matin, ce n'était pas le cas. J'avais l'impression de gagner la seule chose dont je n'avais pas réalisé l'absence, moi-même. Les semaines ont passé. Pas parfaitement, pas sans difficulté, mais avec constance. J'ai trouvé un petit appartement avec vue sur un bras du fleuve qui accrochait la lumière du soleil en fin d'après-midi. J'ai ouvert des comptes à mon propre nom. J'ai pris des décisions sans avoir à me justifier auprès de qui que ce soit. Au début, c'était étrange. Puis, c'est devenu naturel. J'ai revu Maître Dubois. Nous avons tout examiné, pièce par pièce. Pas seulement la structure financière, mais les schémas, les choix, la façon dont l'emprise avait été construite discrètement, au fil du temps. Comprendre tout cela ne m'a pas rendu amer. Cela m'a rendu lucide. Et cette lucidité a tout changé. Un soir, j'ai ressorti la boîte. J'avais réparé la fissure sur le bord, mais je n'avais pas essayé de la rendre parfaite. Elle n'avait pas besoin de l'être. Je l'ai ouverte, j'ai regardé les bijoux, les lettres, le double fond. Et j'ai souri, car j'avais enfin compris. Il n'a jamais été question de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il s'agissait de ce que la boîte révélait, de ce qu'elle m'avait fait voir, du courage qu'elle m'avait donné. Je pensais avoir hérité de la vieille boîte de ma mère. Mais ce qu'elle m'a vraiment laissé, c'est le chemin pour me retrouver.